Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine d'aventure automobile. Je vous emmène aujourd'hui à la découverte de la plus grande ville au monde. Vous l'aurez peut-être compris, nous nous trouvons à Tokyo pour un double rendez-vous. D'abord pour comprendre comment cette agglomération de plus de 40 millions d'habitants arrive à adresser les enjeux de la nouvelle mobilité, mais aussi pour essayer, en exclusivité mondiale, la voiture électrique la plus vendue au monde qui nous revient entièrement renouvelée et vous le verrez beaucoup plus autonome. Et dans cette émission, nous reviendrons également sur les automobiles qui ont marqué l'actualité. Découpés au crossover sans oublier les supercars, tout de suite, on découvre le sommaire en images. Dans cette émission, nous partons à la découverte de la plus puissante des AMG, la GT-R. Les secrets de la mobilité tokyoïte. La Leaf, 100% électrique, 100% renouvelée. Mika, conducteur passionné, est notre invité. La première GT signée Kia, la Stinger. Hello friends. Hello friends. Hello friends. Hello friends. Hello France. Hello friends. Hi guys, yeah dude, get a big whale. You know what I mean? AMG, la division performance de Mercedes-Benz, avait frappé un grand coup en lançant l'AMG GT. La gamme s'étoffe et je vous emmène essayer sur circuit la plus puissante, l'AMG GT-R. Après un aperçu il y a quelques semaines, nous nous sommes installés à nouveau à bord de l'AMG GT-R pour limer le bitume du circuit de Blisterberg. La Mercedes a la gueule d'enfer avec cette grille qui fait le lien historique avec le modèle de course d'antan, la 300 SL. La silhouette bodybuildée, les arches de roues marquées, le long capot bombé laissent penser qu'en dessous se cache un extraordinaire moteur. L'arrière se montre très futuriste avec ses petits feux horizontaux. Derrière les jantes, on distingue les gros étriers mordant d'énormes disques. Elle respire la sportivité même à l'arrêt. À l'intérieur, les plus beaux matériaux flirtent avec les technologies d'avant-garde. Tout est beau. Aucune fausse note. Les compteurs donnent une touche classique. Le volant à méplat facilite l'installation à bord. Entre les sièges baquets, les commandes sont dédiées à la gestion du comportement. Moteur, boîte, suspension, échappement. La AMG GT-R, c'est d'abord un impressionnant V8 4 litres biturbo servant de base à l'homologation GT4 qui délivre 585 chevaux. Il se voit couplé à une boîte automatique à 7 rapports hyper rapide. Un poil dur sur route, l'amortissement s'avère parfaitement calibré pour le circuit. D'ailleurs, c'est parti, on retrouve David pour quelques tours de piste. 500 chevaux, donc là on est dans la GT-R. C'est ce qui se fait de plus sportif chez AMG. Heureusement qu'on a au micro quelqu'un pour nous donner les indications puisque c'est un circuit qui est très plaisant à rouler dans la mesure où il y a beaucoup de dénivelé, beaucoup de compression aussi. Le couple est tout simplement impressionnant ainsi que le bruit du moteur. On se retrouve très rapidement au-delà des 200 km/h. Alors aucun doute sur la précision du châssis, pourtant ça reste une propulsion, donc une voiture qui a envie de jouer. Des capacités de freinage qui sont tout simplement époustouflantes. Et compte tenu du couple que développe le moteur, je dirais qu'il vaut mieux. La AMG GT, c'est définitivement une voiture qui trouve sa place sur circuit, qui procure énormément de sensations. Comme souvent avec les propulsions, il vaut mieux s'assurer qu'on a bien remis ses roues droites avant d'accélérer. Et puis alors je peux vous dire une chose, c'est que on n'a pas besoin de mettre le chauffage. La température monte très rapidement dans le cockpit. La motricité frôle la perfection. Les artifices sophistiqués renforcent l'efficacité aérodynamique et appuient sur le train arrière. Le différentiel autobloquant semble emprunté à une voiture de course. La direction, très précise, transforme un Kidam en pilote GT3. Les roues arrière directrices, c'est la magie pour servir l'efficience de haut niveau de cette Mercedes AMG GT-R.
Tout de suite, nous partons à la découverte des futurs de la mobilité, tels qu'on les envisage ici, à Tokyo. À l'heure où la congestion mine les grandes métropoles, l'agglomération tokyoïte fournit de riches enseignements sur les recettes d'une mobilité durable. D'abord, les infrastructures. La topographie de Tokyo est en symbiose avec son système ferroviaire, le plus important au monde, avec 158 lignes et 2210 stations. Et le plus utilisé, avec 40 millions de passages de portiques par jour, pour une population totale de 36 millions d'habitants. Les autres moyens de transport majoritaires, bus, vélos, sont principalement utilisés pour faire la jonction entre le domicile et la gare la plus proche. Le réseau de métro est public, mais la plupart des lignes de train, interconnectées avec le métro, sont la propriété d'opérateurs privés qui sont également des investisseurs immobiliers majeurs dans la ville puisqu'ils possèdent les gares et les ensembles immobiliers autour. L'agglomération de Tokyo est actuellement 9e au classement des villes les plus utilisatrices de vélos. Dans les banlieues résidentielles, jusqu'à 30% des déplacements se font en vélo et 20% des usagers du train utilisent un vélo pour se rendre à la gare. Du fait de leur nombre, 50 000 taxis sur la région de Tokyo et du haut niveau de services proposés, la mode des VTC n'a pas réussi à prendre de façon significative sur le marché japonais. La quasi-totalité des taxis fonctionnent au GPL et une bonne part, 36 000, vont être remplacés d'ici 2020 par le nouveau GPN Taxi présenté par Toyota au Salon de Tokyo qui ajoute un système hybride au moteur GPL. La voiture particulière n'a donc qu'un rôle secondaire dans le transport urbain de Tokyo. Et le nombre de voitures par ménage stagne depuis plusieurs années. Les jeunes urbains apparaissent à Tokyo aussi, peu motivés par la possession d'une voiture. Par lien de cause à effet, l'autopartage se développe, à l'initiative des opérateurs de parking payants. Cela n'empêche pourtant pas le réseau important des autoroutes surélevées qui zèbrent Tokyo d'être parfois congestionné du fait des nombreux utilitaires et déplacements professionnels. Enfin, le Japon en général et Tokyo en particulier ont une attitude volontariste envers les motorisations alternatives. Les emplacements se multiplient avec plus de 400 000 chargeurs sur le territoire. Les ventes de voitures électriques ont dépassé les 100 000 exemplaires fin 2016, soit 5 fois plus qu'en France. Par ailleurs, le gouvernement japonais, allié aux constructeurs et aux pétroliers, veut pousser l'infrastructure des stations d'hydrogène avec un objectif de 800 000 voitures roulant avec cette technologie sur la route en 2030. En exclusivité mondiale, nous découvrons la nouvelle Leaf. Nous voilà à Yokohama pour essayer celle qui se trouve derrière moi. Il s'agit de la nouvelle génération de Leaf. Il faut savoir que la précédente génération est la voiture électrique qui s'est le plus vendue au monde avec près de 300 000 exemplaires. À l'extérieur, vous le voyez peut-être, elle s'est assagie. La précédente version avait un design assez clivant. On se rapproche aujourd'hui du design auquel Nissan nous a habitués. Mais ce n'est pas tellement à l'extérieur que les choses ont changé, mais plutôt à l'intérieur. Je vous propose de m'accompagner et d'en prendre le volant. Nous nous trouvons à présent à l'intérieur de la nouvelle Leaf. Alors, qu'est-ce qui a changé? Elle s'est allongée un petit peu, moins de 10 cm, pour gagner plus de 60 litres dans le coffre, ce qui la rend encore plus polyvalente. Mais c'est surtout au plan technologique qu'elle a évolué, au travers de deux innovations majeures. La première innovation technologique, c'est ce qu'on appelle le e-pédale, c'est-à-dire que cela permet tout simplement de conduire d'un seul pied. En effet, dès qu'on lève le pied de l'accélérateur, la voiture se met à freiner immédiatement. Alors, démonstration, j'arrête d'accélérer et la voiture va jusqu'à l'arrêt. Et puis la deuxième grande innovation technologique, c'est que c'est une voiture qui est beaucoup plus autonome maintenant, grâce au système du ProPilot qui va prendre la main, à la fois en intervenant comme régulateur de vitesse adaptatif, mais aussi en nous maintenant
sur les fils de conduite, et ça on va le tester sur l'autoroute. Et voilà, on vient d'activer donc le système de ProPilot, je lâche le volant, et vous voyez que automatiquement la voiture va se maintenir sur sa file, mais aussi maintenir la distance avec la voiture qui la précède. Alors ça permet de libérer les mains, ça permet également de libérer les pieds, au moins pour 10 secondes, puisqu'après 10 secondes, une alarme se fait entendre, et elle vous rappelle qu'il faut poser les mains sur le volant. Si par hasard, le conducteur ne repose pas les mains sur le volant, à ce moment-là, la voiture va progressivement ralentir et s'arrêter. Il faut reconnaître que c'est une technologie qui est assez impressionnante parce que d'abord, on n'est pas habitué à lâcher prise lorsqu'on est au volant, surtout sur une autoroute qui plus est au Japon. Mais c'est tout à fait surprenant de voir la capacité avec laquelle la voiture se remet dans sa file. Et il faut savoir que ces aides à la conduite sont efficaces également lorsqu'on perd contrôle du véhicule, puisque le régulateur de ligne en fait va vous aider à revenir, à rétablir une direction correcte. Alors ces technologies, une fois qu'on s'y habitue, sont plutôt réconfortantes puisqu'elles permettent au conducteur finalement de se reposer sur la machine, au moins le temps de se ressourcer un petit peu, et ça évite la fatigue. Et lorsque le système est activé, on peut, à l'aide des commandes qui se trouvent au volant, réduire ou augmenter la distance qui nous sépare du véhicule qui nous précède. Cette technologie du ProPilot, qui fait son apparition sur la Leaf, elle va s'étendre à l'ensemble de la gamme Nissan puisqu'on va la retrouver rapidement sur le Qashqai, mais aussi sur le X-Trail. Tout de suite, nous partons à la rencontre de notre invité. Sur celle que l'on nomme la plus belle avenue du monde, à l'occasion d'un showcase très privé organisé par le constructeur au Lyon, nous avons rencontré Mika. Force est de constater que le regard qu'il porte sur l'auto nous plaît. Découvrons pourquoi. Moi j'aime bien les automobiles, j'espère que les automobiles m'aiment bien aussi. Parce que je sais pas, j'étais très fier de prendre mon permis. C'était un truc dans ma famille, je sais pas pourquoi, mais personne ne l'avait fait depuis très longtemps. Alors je l'ai fait et j'étais convaincu, j'avais une compétition avec mon frère. Et il me disait que j'allais jamais pouvoir le faire, je suis dyslexique. Et je suis un peu, comme on dit en anglais, absent-minded. J'oublie facilement les choses. Et donc, je voulais le faire. Et lui, il était en train d'étudier pendant 2 mois pour le faire. Parce qu'en Angleterre, c'est assez dur de le faire. Bon, un peu partout maintenant, je pense. Je l'ai fait dans 10 jours. Alors maintenant, avant, je faisais mes tournées avec un bus. Et maintenant, je l'ai fait, toutes les tournées européennes, je l'ai fait avec ma voiture. J'ai ma voiture, j'ai mes chiens derrière et je conduis. Et c'est le seul moment entre les concerts où vraiment j'ai de la paix. J'adore être sur la route tout seul. Et ça fait des années maintenant que je le fais. Alors je pense que ouais, pour moi c'est bien. Je suis devenu obsédé un peu avec les vintage. Mais comme j'ai jamais le temps de m'en occuper, et chaque fois que j'arrivais, ça roulait pas. Parce que ça veut du temps et ça veut de l'amour et de l'attention. Et pour l'instant, je pouvais pas. Alors je les ai vendus et j'attends. Un jour, j'en aurai plein, j'espère. Les voitures qui me font rêver, c'est plutôt les voitures qui communiquent un certain sens d'émotion. C'est quand je me souviens, j'ai vu une vintage Peugeot où il y avait vraiment le lion là qui sortait, qui était sculpté, l'ancien logo. Et il y avait un sens de personnalité dans cette voiture. Les Austin Healey d'il y a très longtemps, les Aston Martin, mais les anciennes. Et aussi, je sais pas, c'est les voitures, les vieilles voitures des années 50 ou même des années 40. C'est plutôt, on a vraiment un sentiment d'histoire et un sentiment d'émotion. Formule 1, j'ai pas trop compris. Jusqu'au jour où j'étais à Marrakech. Et j'ai eu une invitation à la dernière minute d'aller faire, je pense que ça s'appelle Formule 2. Et ils m'ont dit, écoute, il faut juste que tu arrives à cet endroit à 10h du matin. Et je suis arrivé, et ils m'ont mis dans un onesie, et avec le casque, et ils m'ont mis dans une voiture de Formule 2, et j'ai eu l'expérience vraiment de rouler à haute vitesse. Franchement, c'est canon. Quand on a ça, quand on sent ce sentiment-là, quand on a ce sentiment aussi de la vibration d'un moteur, c'est contagieux, hein. C'est sensuel presque. On sent quelque chose qui se passe et on ne peut jamais oublier ce sentiment. Et bien sûr, les forces de G-Force
et de cette vitesse physique. C'est addictif, évidemment. La voiture avec le processus créatif. En fait, oui, parce que le mixage de tous mes disques, ça fait 12 ans et 11 ans que je suis en studio, 12 ans que je suis en studio. Et même en rentrant du studio quand j'étais plus jeune et je faisais des maquettes, j'écoutais mes maquettes pour la première fois dans la voiture. Alors donc je me suis habitué à écouter les mix dans la voiture. Ce qui veut dire que maintenant, 90% de toute l'écoute que je fais de mes chansons, de mes maquettes ou de mes mix, c'est dans la voiture. En fait, plus que 95%. Alors en fait, la voiture pour moi, c'est là où j'écoute la musique. La marque coréenne Kia nous avait surpris en annonçant sa première GT, la Stinger. Nous retrouvons Pierrick au volant du bolide pour un road trip sur l'île de Majorque. La toute nouvelle Kia Stinger, c'est la première GT du constructeur coréen, appelé à booster son image. Cette puissante berline coupée espère ainsi convaincre les gros rouleurs amateurs de luxe et de confort. Nous nous sommes donc mis à leur place pour sillonner une partie de l'île de Majorque. Et nous commençons par le site de la tour de Canyamel qui abrite notamment des jolies grottes. Les routes de l'archipel espagnol se prêtent parfaitement à l'évaluation de la qualité de vie à bord. Son châssis, particulièrement bien équilibré, ne posera problème à personne, quelle que soit la place occupée. Aucun passager ne s'en plaindra, sauf peut-être le 5e. Avec le paysage qui défile, on se laisse volontiers happer par le sommeil, ce qui écourtera d'autant le voyage. Mais on se réveille pour dire quelques mots sur cet intérieur. La présentation plutôt flatteuse se montre de bonne qualité. Toutefois, les plus exigeants trouveront que les expérimentés constructeurs d'outre-Rhin, bien rodés en la matière, font preuve de plus de raffinement. En revanche, question techno, il ne manque rien. Pour casser l'ennui à bord, un système d'infodivertissement complet. Et pour le chauffeur, les aides à la conduite transforment n'importe quel périple en formalité. Justement, on peut comme ça mieux se concentrer sur les beautés qu'offre le paysage. Si vous voulez voir la mer à Majorque, on vous conseille la très jolie baie d'Alcúdia. Et justement, en parlant de jolies choses, eh bien, il est temps maintenant de regarder un peu plus en détail le design superbe de cette toute nouvelle Kia Stinger. Cette nouvelle Kia Stinger remonte au concept GT présenté à Francfort en 2011. Il en reprend le style convaincant, mêlant élégance et dynamisme. Son capot interminable, associé à son long profil, lui donne une prestance insoupçonnée. Pour souligner sa sportivité, les nombreuses entrées d'air, les grandes roues et les doubles sorties d'échappement annoncent la couleur. Et de l'énergie, elle en a à revendre. Elle a de quoi abattre les kilomètres en paix ou user ses gommes sous le feu de la puissance à disposition sous le pied droit. Avec de telles performances, franchement c'est l'éclate sur les routes tortueuses de la grande île des Baléares. Son châssis d'une stabilité exemplaire lui donne une agilité assez inattendue. Malheureusement, son grand empattement va parfois poser problème dans les épingles les plus serrées, mais sa direction consistante et précise donne vraiment du plaisir à son conducteur. Cette cavalerie qui sait se montrer docile pour le voyage sert le dynamisme de haut niveau quand on la cravache. Cette Kia a deux visages, mais ménage ses occupants en toutes circonstances. Les mouvements de caisse largement contenus évitent le désagréable phénomène de mal de mer. Ainsi, qu'il s'agisse de redescendre vite de la montagne ou de flâner sur le littoral, la coréenne coche les bonnes cases. La Stinger, c'est la vitrine du savoir-faire maison qui devrait tirer toute la gamme vers le haut. Pour se l'offrir, il faudra débourser au minimum 44 000 €. Notre version vaut, elle, 59 900. Mais franchement, les prestations sont au top et on vous garantit de très très bons moments au volant de cette nouvelle Kia Stinger. On a oublié de parler du malus qui alourdit le chèque de 10 000 €. Ce n'est pas une surprise vu la puissance. Mais malgré tout, à un tel montant, elle reste encore moins chère que ses illustres concurrentes allemandes, face auxquelles elle n'a pas à rougir. Bravo Kia, nous on en redemande et on se verrait bien explorer de nouveaux paysages à son volant.
Et bien voilà, cette émission touche désormais à sa fin. Nous quittons donc Tokyo et le Japon et vous donnons rendez-vous très bientôt sur le blogauto.com.